Vous êtes beau. Merci Marie. Merci, c'était Julie. Ah, merci Julie. Et alors du coup, dans le converser, il faut que tu refermes le... Tac. Oh, tiens, moi, je parle. Bonjour Aude. Bonjour Aude. Bonjour. Vous allez bien? On ne s'entend pas. Vous m'entendez pas? Bonjour Cécile. Oh. On Bonjour. n'entend pas Cécile, on n'entend pas Aude. Ah bah moi je vous entends. C'est possible ça? Moi, je vous entends. Vous m'entendez pas? Tout est activé. Formidable. Ah, c'est bon Ça y est. Cécile. Bonjour Cécile. Ah, ouf. Ouais. C'est les tests de dernière minute? Exactement. Et les petites frayeurs de dernière minute, le charme du direct. Aude, tout va Ok. bien? Très bien, merci et vous? Impec. Nous avons déjà les premiers spectateurs. Nous allons leur demander d'attendre un petit peu et nous allons basculer sur l'écran d'accueil. Et nous allons couper les micros juste le temps de laisser les gens. Bonjour David. David, tu nous entends? Bonjour, bonjour. Oui, et on t'entend. On t'entend en tout cas. Est-ce qu'on s'entend? Oui. Moi, je vous vois, mais je vous entends pas. Tu ne nous entends pas? Vas-y, tu peux en en muet. Non? Non. Ok, d'actif. David, tu nous entends ou tu ne nous entends pas? Tu ne nous entends pas. Alors, on va faire un test spécifique avec David. David, est-ce que tu vois le partage d'écran avec le titre du webinaire inscrit? Est-ce que tu nous entends déjà? David, est-ce que tu nous entends? Non. Embêtant ça. David, est-ce que tu peux activer ton micro? Mais nous, on l'entend, mais en revanche, il ne nous entend pas. Peut-être lui demander s'il entend Aude ou Cécile. Ouais. Mais le truc indique que son micro est coupé. Oui, mais lui, quand il parle, est-ce que ça veut dire qu'il nous entend pas? Son micro est coupé. Mais ça, il faut qu'il fasse des signes si vous entendez. Mais en tout cas, son micro est coupé. Oui. J'ai 10h59.
On y va. Let's go. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de webinar d'une série de 3 et qui est consacré à l'impact positif aux marques et au design. Voilà, on est très, très content de vous accueillir avec Sandy. Alors, le good est un sujet qui est brûlant. Tout le monde est d'accord sur le sujet. C'est un sujet qui est assez complexe. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de trouver des solutions. Ce qui nous importe, c'est vraiment d'aboutir à ça. Alors, on s'est rencontrés avec Sandy et Spark News avec cette idée, avec cette intention. Alors, on partageait des convictions depuis assez longtemps. En revanche, on avait besoin d'avancer vers des solutions pour aller plus vite, plus loin et plus fort. Et l'association de nos talents, de nos compétences, la somme en fait de ces éléments-là nous ont fait dire qu'on pouvait justement aboutir vers plus de solutions en étant ensemble plutôt que séparés. Voilà, donc rapidement sur Pulp, nous on est une agence de branding et de design, on a une 50aine de personnes à Paris et à Barcelone, on est d'abord des spécialistes de la marque, ensuite des designers, et on travaille ces 2 éléments-là pour créer de la valeur pour les entreprises. Je laisserai Sandy en parler. Spark News est vraiment aujourd'hui le référent de l'impact positif. Et donc, la combinaison des deux, l'hybridation des deux nous donne des choses qui sont très intéressantes et très utiles pour faire progresser et transformer en réalité ce sujet. Merci Mathieu de nous qualifier de référent de l'impact positif. Donc, juste quelques mots sur Spark News, puisqu'effectivement, depuis désormais 10 ans, Spark News est une entreprise dont la mission consiste à diffuser la culture de l'impact positif auprès du grand public d'une part, c'est-à-dire via les médias avec un travail très rapproché auprès des rédactions, au travers de programmes médias et d'un journalisme d'impact, mais également de diffuser cette culture de l'impact positif au cœur des entreprises, de manière à être un véritable médiateur entre le business et l'impact positif. Donc, nous sommes une société bicorp, voilà, nous comptons une 20aine de personnes et aujourd'hui, le sujet, c'est véritablement de savoir comment les marques peuvent participer à cette accélération de la transition sociale et environnementale. Voilà. Et quand on veut parler de ce sujet-là, c'est-à-dire comment concilier business et impact, comment utiliser les marques désormais pour servir cette cause et trouver des solutions, on a besoin d'écouter ceux qui ont trouvé des solutions et qui les mettent en œuvre au quotidien. C'est pourquoi nous recevons dans le cadre de ce webinaire 3 invités. Et donc, nous allons avoir le plaisir ce matin d'écouter David Garbous, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, qui est l'ancien directeur marketing stratégique de ce grand groupe agroalimentaire qui est Fleury Michon et qui a réussi à faire shifter cette marque et son activité. David témoignera de ce mouvement et de cette transformation. À ses côtés, Aude Gamberini, qui pilote, bonjour Aude, qui pilote le marketing et la communication des prairies bio et notamment de la marque Lait de Vache. Et cette marque qui est positive, native, nous intéresse très fortement puisque cela fait plus de 12 ans maintenant qu'elle existe et qu'elle évolue dans l'écosystème agroalimentaire français et au sein du groupe Danone.
Cécile, il nous fait le plaisir également d'être là aujourd'hui, Cécile Mers. Alors Cécile, vous êtes impliquée dans un univers très particulier, souvent contraint, beaucoup plus immatériel, qui est celui de l'énergie et de l'électricité. Et vous allez pouvoir nous apporter un éclairage passionnant, puisque vous aussi, vous êtes positive native, et vous vous bataillez sur un marché qui, lui, a des codes et des enjeux qui sont très, très particuliers pour nous les consommateurs. Alors, avant de vous donner la parole, on va planter avec Mathieu un peu le décor et surtout préciser de quoi nous parlons ce matin. Le premier point que l'on a envie de partager, sur lequel il semble qu'il n'y ait pas débat, c'est que les entreprises et les marques aujourd'hui ont le pouvoir parce qu'elles sont le lieu même de la créativité, des moyens financiers, qu'elles ont une puissance d'action qui est incommensurablement forte. Les marques nous lient au travers évidemment de la consommation, mais aussi parce qu'elles sont nos employeurs. Et elles ont une capacité, une rapidité d'action qui parfois dépasse celle évidemment du cadre réglementaire ou une efficacité plus forte que les politiques. Donc le fait que les marques et que les entreprises ont le pouvoir et jouent un rôle clé dans la société n'est plus à démontrer. Ce qui nous paraît important ce matin d'aborder, c'est de parler d'impact positif. Ça, c'est le deuxième point que je voulais souligner. Alors, c'est plus qu'un changement de vocabulaire. Parler aujourd'hui d'impact positif, c'est un vrai changement de paradigme. Même si parler de RSE reste toujours éminemment sensé. Pourquoi nous utilisons le vocabulaire d'impact positif? Pour deux raisons. D'abord parce que la RSE, parce qu'elle a tenté de développer ces dernières années, a trop souvent été placée à côté du business. Donc, quand on parle RSE, on appelle souvent tout l'ensemble des contraintes et des externalités négatives, alors que notre choix, c'est véritablement de passer à des marques contributives, c'est-à-dire qui ont un impact sur la société. Et l'impact en tant que tel, sur quoi porte-t-il? Évidemment, la liste est longue. Il s'agit d'impact en termes de climat, de biodiversité, d'égalité, d'inclusion, de diversité, de déchets, de surconsommation, de développement local et équitable, de nutrition. Bref, la liste est très très longue et très souvent on se réfère aux 17 objectifs de développement durable, aux 17 ODD, pour avoir une ligne directrice. Et cette ligne directrice nous emmène à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain. Et point important, quand on parle d'impact positif, on parle évidemment d'un changement de modèle, d'une évolution de modèle, puisque l'idée et les nécessités, c'est de créer, de répartir la valeur différemment. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de faire un premier focus sur ce que cela sous-entend dans la transformation culturelle des entreprises, puisqu'il s'agit véritablement d'un changement de culture. On va le voir au travers des 3 témoignages. Et ce changement de culture, selon nous, est tout aussi profond que celui qui a été et qui est encore en cours aujourd'hui, mené grâce, à cause du digital, puisqu'il s'agit d'un changement culturel profond qui nous lie différemment à la fois notre environnement, mais à la fois la cohérence entre notre vie de citoyen et notre action et notre job au quotidien. Voilà. Et si je devais prendre un ou deux exemples pour illustrer ce que l'impact positif signifie et comment ce changement de culture se traduit, prenons la Camif, qui est un très bel exemple, une entreprise qui a toute une histoire française, qui a été reprise en 2009, qui pèse quand même 35 millions de chiffres d'affaires, voilà, et qui a fait des choix drastiques de raison d'être, d'économie circulaire, de dynamisation de l'emploi des territoires, de développement produit made in France et bon pour la santé, et qui, au-delà d'une promesse, passe à des actes. Que quand la Camif ferme son site e-commerce pour le Black Friday, 3 années consécutives, je pense que l'engagement est plus que prouvé. Voilà, donc on va parler ce matin d'impact positif et de tous les éléments et toutes les évolutions culturelles que cela implique au sein des entreprises et dans les équipes marketing. Et Mathieu, je crois que ce sont des éléments que toi, tu vois régulièrement poindre dans les briefs des marques qui font appel à Pulp. Oui, alors ce qui est intéressant nous, dans notre quotidien, c'est comment ça descend sur des sujets très pragmatiques, hein, soit liés à des évolutions de marque, soit liés à leur identité, leur design ou de l'innovation.
Et j'ai une anecdote, c'était il y a un peu plus de 10 ans, on était briefé par Saint-Michel et pendant le brief est arrivé M. Gervoson, qui est le propriétaire de la marque, et qui nous a dit en 5 minutes en fait le sujet de fond qui était important. Il nous a dit en fait, j'ai décidé que j'allais faire des biscuits que mes petits-enfants allaient pouvoir consommer et qu'ils allaient être bons pour eux. Et donc, aujourd'hui, ce n'était pas parfait, il y a 10 ans. J'ai décidé de faire évoluer tout ça et j'ai besoin que les gens le sachent, d'abord à travers ma marque et ensuite à travers la manière dont mes produits vont raconter cette histoire-là. Et donc, je vous briefe pour que vous m'aidiez à faire ça parce que, d'une certaine manière, sans ça, ça ne sera pas aussi fort et aussi puissant que ce que je souhaite. Alors, il y a la publicité, mais en fait, au tout début, il y a d'abord le sujet de la marque et du design. Et donc, c'était il y a 10 ans, c'était assez visionnaire. Ça a permis d'ailleurs à Saint-Michel de suivre une croissance à 2 chiffres versus un omnipotent LU qui était à plus de 50%. Ils ont continué leur croissance et ça fait 10 ans qu'ils font de la croissance à 2 chiffres. Donc, preuve qu'à la fois l'idée était intéressante et qu'en même temps, ça génère du business, c'est-à-dire que ça intéresse le client final. Voilà, donc ça c'est le premier point. Après, nous, on a 2 grandes catégories de clients et ça se ressent dans les briefs. Un petit navire qui est une grande marque patrimoniale française qui appartient à un grand groupe mondial thaïlandais. Donc d'un côté, ce grand groupe, il a un discours qui est Sea Change et de l'autre, petit à petit, il y a une marque petit navire qui essaie de s'inscrire dans Sea Change, qui s'y intéresse bien sûr, et en même temps la pression extérieure, soit médiatique avec du cash investigation qui va un peu les pousser à évoluer, et puis des associations comme Greenpeace qui elles aussi jouent leur rôle dans ce concert-là. Donc, et c'est une marque qu'on accompagne depuis 10 ans et qui petit à petit a progressé, mais dans un contexte qui est celui-là. Donc ça aussi, il y a un principe de réalité. Voilà, où les laitiers responsables qui a été un vrai pari, un vrai risque, il faut le reconnaître, d'une entreprise comme Candia, justement pour accomplir cette intention de transformation avec un parti pris, on va dire, d'entreprise et en même temps un parti pris design, parce que c'est des codes qui sont très très forts, qui ont été inventés pour eux. Donc ça, c'est une première catégorie d'entreprise. Et puis il y en a une autre, on a de plus en plus de clients qui sont positive native. Et eux, ils n'ont pas de problème de culture. Ils ont un débord culturel de ce qu'il faut faire pour demain. En revanche, ils ont plus un sujet de marque, c'est-à-dire comment est-ce que ça se synthétise à travers la marque, et un sujet de signe, c'est-à-dire comment est-ce que je design en fait cette intention qui est énorme, qui déborde, mais qui a besoin de se canaliser, de s'orienter pour vendre. Parce que à la fin de la chaîne, c'est ça dont on a besoin. Et je reprendrai un mot d'Emmanuel Faber qui disait, il était à une assemblée, et on disait, mais Monsieur Faber, est-ce que tout ce que vous voulez entreprendre est compatible avec ce que vous voulez, avec vos actionnaires? Et il a dit, mais en fait, vous n'avez rien compris, j'ai besoin d'argent et j'ai besoin de performer pour accomplir tout ce que je viens de vous raconter. Et les deux doivent vivre ensemble absolument, parce que l'un n'ira pas avec l'autre. Et là, c'est vraiment tout l'enjeu des briefs qu'on reçoit aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre entre ces deux choses-là. Voilà, donc c'est vrai que nous, on le reçoit beaucoup dans notre quotidien de briefing, de marque ou d'offres, et on ressent en fait ce besoin et cette intention, même si ça ne se traite pas de la même manière en fonction des catégories d'entreprises. Alors justement, on va commencer avec un premier témoignage d'une catégorie d'entreprise bien particulière, puisqu'il s'agit d'un très grand groupe d'agroalimentaire avec David Garbous. Alors David, on a parlé rapidement de ton parcours. Alors, tu es tout de même une forme d'exemplarité du parcours marketing dans les grands groupes agroalimentaires français. On a parlé de Fleury Michon et juste avant, il y avait Le Sieur et juste avant, il y avait Danone. Donc, c'est vraiment les très belles marques alimentaires françaises. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous racontes au moment où, alors tu as passé 7 ans chez Fleury Michon, et au moment où tu es arrivé sur Fleury Michon, j'imagine que tu as toujours eu cette intention, cette envie de transformer ou d'accomplir une évolution forte pour que le marketing s'inscrive mieux dans les besoins de notre société, de notre planète.
Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça a progressé? Quelles graines tu as plantées? À quoi tu as été confronté? Qu'est-ce qui s'est passé progressivement pour que cette implantation culturelle de l'impact positif s'installe, progresse? À quoi tu as été confronté? Tu nous parles en fait en vrai de cette réalité d'entreprise versus cette idée forte que tu avais depuis assez longtemps. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Effectivement, moi, j'ai eu la chance de travailler dans deux entreprises, notamment Le Sur et Fleury Michon, où j'ai eu des passages assez longs qui étaient maîtresses de leur destin, on va dire, de par la forme de leur actionnaire, soit familial, soit assez indépendant. Et c'est ça qui m'a plu, hein, c'est pour ça que j'y suis resté. Quand je suis arrivé chez Fleury Michon, c'était en 2013 et 15 jours après mon arrivée, il y avait la crise du cheval dans les lasagnes. Donc, je suis rentré dans les dossiers assez vite et par la crise, il y avait beaucoup d'appels au service conso, de gens qui étaient bien sûr légitimement très inquiets sur ce qu'ils consommaient. Fleury Michon, je rappelle juste, hein, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3 business units historiques, la charcuterie que tout le monde connaît, le plat cuisiné et puis le surimi. Donc, sur le plat cuisiné, les gens nous interrogeaient en disant est-ce que vous êtes concernés par ce sujet? Et en fait, après qu'on les ait rassurés, qu'on leur explique qu'on ne faisait pas d'achat spot, bien très, très souvent, la deuxième question qu'ils posaient, mais au fait, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre surimi? On voyait bien que finalement, au-delà du sujet du cheval dans les lasagnes, il y avait vraiment la problématique de la confiance que vous avez évoquée tout à l'heure qui était posée, hein, avec finalement le sentiment quelque part, une nouvelle fois que les entreprises avaient trahi cette confiance. Et c'est insupportable pour les gens parce que c'est quelque chose qui est très quotidien, l'alimentation. Et donc, du cheval, on passait au surimi, qui est un peu l'archétype du produit bizarre, hein, quand même, dans la grande distribution, entre le nugget de poulet, je crois, et le surimi, il y a un peu compétition, mais c'est des produits qu'on adore et en même temps, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas de recette pour les faire et tout ça, on ne sait pas vraiment comment c'est fait. Et donc, les gens nous questionnaient fortement sur le surimi. Et à l'époque, nous, on avait prévu de faire une belle campagne de communication assez classique, comme on nous a appris à l'école, avec des gens qui dégustent le surimi en disant que c'est fantastique. Bon, je me suis dit que si on sortait ça à ce moment-là, ça n'allait pas très, très bien se passer par rapport à l'état émotionnel du moment. Et du coup, on a tout arrêté et on a remis le sujet sur la table en disant comment est-ce qu'on peut euh, expliquer aux gens nos différences et restaurer cette confiance. Et on s'est dit finalement, la meilleure façon de le faire, c'est sans doute de leur dire de ne pas nous croire. Et on a fait une copie publicitaire complètement à l'envers. On a dit aux gens, écoutez, ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous-même. On leur a proposé de remonter toute la chaîne depuis leur supermarché où ils achetaient ce fameux surimi, en passant par les usines. C'était en 2013. Il y a relativement peu d'industriels qui ouvraient les sites de production parce que il y avait là une forme de culture du vivant heureux, vivant caché. Et puis, on est allé jusqu'en Alaska, puisque c'est là qu'on achetait le poisson, pour montrer que c'était effectivement du poisson qui était mis dans notre surimi et pas des yeux de Bernard l'Ermite ou je ne sais quoi, comme certains l'imaginaient. Et donc, on a monté une opération sur 6 mois avec plusieurs étapes, des productions de vidéos, etc., qui a eu un impact extrêmement spectaculaire. D'abord en interne, parce que tous les collaborateurs de l'entreprise ont entendu parler de cette campagne, en bien comme en mal, hein. Vraiment, je vous dis les choses. Il y a des gens parmi les pairs de ces collaborateurs qui disaient vous êtes en train de prendre un risque incroyable parce que vous allez dévoiler des secrets industriels. Il y a des gens qui nous ont trouvés hyper courageux et qui nous ont félicités. Donc, c'est une campagne qui a laissé personne indifférent et qui a créé tout de suite une espèce de mobilisation de l'écosystème Fleury Michon autour. Et puis, ce qui a vraiment achevé de convaincre, j'ai envie de dire, c'est le succès business, puisqu'on est passé de -5, qui était la tendance du marché qu'on suivait à peu près, à +12 à la fin de l'année. Donc, les résultats ont été vraiment spectaculaires en termes de croissance. Et ça a permis de déverrouiller quelque chose de vraiment génial dans l'entreprise. Et je pense que ça, c'est pour ça que j'ai créé Transformation Positive aujourd'hui. C'est pour essayer de faire ça avec plusieurs Fleury Michon en même temps. C'est que, en fait, on avait réussi quelque part à activer ce que moi j'appelle une pépite dans l'entreprise, c'est-à-dire une des gammes de produits qui était un petit peu en avance sur son époque. Les équipes avaient fait un travail incroyable de nettoyage de leurs recettes. Il n'y avait plus d'additifs, il n'y avait plus de conservateurs. C'était du poisson
pêche durable MSC. Donc, ça avait été des gros investissements. Et finalement, il l'avait fait un peu comme Monsieur Jourdain parce que c'était la culture de l'entreprise. Il ne l'avait jamais vraiment expliqué. Ils se sont rendus compte que les feedbacks extérieurs, à ce moment-là, étaient hyper positifs. Ça a donné une confiance dans l'entreprise qui était assez géniale pour aller beaucoup plus loin. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, on a eu, moi, j'ai le patron de la charcuterie, qui est la plus grosse business unit de Fleury-Michon, quand on a sorti cette campagne, est venu me voir en disant: «Tu te rends compte que tu es en train de mettre en danger l'entreprise avec tes histoires là?» Parce que, bon, emmener les gens en Alaska voir des petits poissons qui sortent de l'eau, c'est chouette. Mais quand il faudra les emmener sur la principale business unit de l'entreprise, qui est, je te rappelle, la charcuterie, ce sera en Bretagne, ce sera un peu moins glamour que l'Alaska et ce sera des cochons et ils sortent pas de l'eau, il faut les tuer à un moment donné pour en faire du jambon. Et il était extrêmement inquiet en fait de la tournure que pouvait prendre la chose si ça fonctionnait et c'était déjà en train de fonctionner. Et on peut, voilà, moi, même si je ne l'ai pas très bien vécu ce discours, j'ai aussi très bien compris son inquiétude. Mais ce qui est fantastique, c'est que cette même personne, 2 ans après, parce que le succès avait été au rendez-vous, que les feedbacks extérieurs étaient très, très positifs, est venu me demander de faire une opération similaire finalement sur le cochon. Et on a fait un venez vérifier en Bretagne, effectivement. Alors, on n'est pas allé dans les abattoirs parce qu'on parlait des modes d'élevage sur le produit, mais on l'a fait pendant 2 ans et ça a été aussi un très, très grand succès. Et en fait, ce succès sur une première pépite, ça donne du courage finalement à l'entreprise pour démultiplier ses initiatives. Au préalable, entre les deux, ce que j'avais fait, c'est qu'on avait redéfini, alors ce qu'on appelle aujourd'hui une raison d'être, ce n'était pas le cas en 2014 quand on l'a fait, mais nous, ce qu'on avait essayé de formaliser, c'était finalement essayer de se définir au-delà de ce qu'on fait sur le plan industriel. Vous savez, comme beaucoup d'industriels, Fleury-Michon se définissait par en tant que fabricant de jambon, par exemple, de plats cuisinés ou de surimi, c'était je sais faire ça, donc je suis ça. Et là, on a essayé de travailler sur ce qui nous reliait ensemble, sur la raison pour laquelle on se levait le matin, sur les valeurs communes qu'on partageait. Et on est arrivé à une phrase, après beaucoup d'allers-retours, vous imaginez, qui était aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et en fait, on s'est servi de cette phrase, on l'a très, très peu utilisée en communication externe. C'était beaucoup, surtout un levier de mobilisation et de réflexion interne. On s'est servi de cette phrase pour finalement passer au crible l'intégralité des décisions de l'entreprise. La question qu'on posait à chaque fois, c'est: est-ce que ça sert le manger mieux, cette décision? Est-ce que cette innovation sert le manger mieux? Est-ce que ce design sert le manger mieux? Est-ce que ça permet de simplifier l'expérience client pour que justement ils soient convaincus qu'on va dans la bonne direction? Et pour être très clair, vous l'avez dit en introduction du séminaire, pas de langue de bois, quand on a commencé à parler de manger mieux en s'appelant Fleury-Michon, on avait 80% des gens sur les réseaux sociaux qui avaient ce qu'on appelle des avis négatifs ou neutres. C'est-à-dire que pour eux, Fleury-Michon et le manger mieux, ce n'était pas hyper compatible. Donc, dans 80% des cas, quand on prenait la parole, on était challengé en disant: bah, attendez, voilà, qu'est-ce que vous êtes un industriel, vous faites partie plutôt du problème que de la solution. Mais parce qu'on a fait venez vérifier, et qu'ensuite on a recalibré l'intégralité de nos décisions en faisant par exemple le Nutri-Score dès qu'il est sorti, en indiquant l'origine des viandes sur les aliments. Toutes ces décisions, elles ont été inspirées par cette doctrine interne. Et puis ensuite, on a sorti des innovations concrètes comme le jambon zéro nitrite ou la barquette bois dans le plat cuisiné qui remplace 80% du plastique par rapport à un produit classique. En fait, la succession de ces initiatives alignées, cohérentes par rapport à cette ambition du manger mieux, ont fait qu'on est passé de 80% de négatifs ou neutres à 60% de positifs et neutres. On n'avait bien sûr pas convaincu tout le monde, mais moi, j'ai vu de manière très concrète le shift en fait, de perception et de comportement des consommateurs parce que justement, on a parlé de la confiance au début. Moi, je fais souvent ce parallèle avec l'amour. Il n'y a que des preuves de confiance. On avait posé des preuves de confiance itératives sur la durée qui font que les gens, finalement, même entre eux, ils disaient bah, attendez, oui, ils sont sans doute pas parfaits, mais ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et donc, parmi les industriels, ça vaut le coup peut-être de les soutenir un petit peu. Donc, c'est un cheminement qui part effectivement de manière idéale de cette raison d'être, c'est-à-dire
à quoi on sert, d'où on vient et où est-ce qu'on a envie d'emmener l'entreprise, à la révélation, parce que je pense que ça, c'est hyper important pour tous ceux qui nous écoutent. On a un peu tendance à dresser un monde en noir et blanc avec d'un côté des entreprises, par exemple, natives qui seraient 100% vertueuses et puis de l'autre des entreprises industrielles un peu plus, entre guillemets, vieilles qui seraient toutes pourries. Bon, le monde n'est pas aussi simple que ça. Et moi, ma conviction et ce que j'ai vu en 2013, quand j'ai été élu personnalité marketing de l'année, j'ai monté une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable. Et vous pouvez aller voir, c'est en open source sur le site de l'ADEME. Il y a 60 cas d'entreprises qui ont mis les sujets du marketing et de la responsabilité dans le business et qui rencontrent des succès. Et à chaque fois, ces entreprises ont pris une pépite et en ont fait quelque chose de vertueux pour l'expliquer à l'extérieur. Ce que tu disais, Mathieu, tout à l'heure est hyper important. Moi, je suis assez… il y a plein de débats aujourd'hui sur l'interdiction de la publicité, etc. Moi, je pense que la publicité, ça peut être une arme de construction massive si elle est au service d'une stratégie vertueuse. Si la publicité, c'est que l'expression de la stratégie d'une entreprise. Si la stratégie est mauvaise, la publicité va emmener potentiellement la consommation dans le mur. Si la stratégie est bonne, c'est une arme pour convaincre les consommateurs de changer de comportement. Donc, à partir du moment où on est clair en termes de boussole, où on a identifié ces pépites, on a fait un premier succès, eh ben, on peut enchaîner derrière un développement d'innovation qui permettent d'aligner encore plus et de faire la démonstration qu'on est dans les opérations. Moi, j'ai été un tout petit peu frappé au début, même si je comprends l'intention, par la démarche de Carrefour quand ils ont lancé Act for Food. Je trouvais que c'était d'une justesse extraordinaire, ce sujet de la transition alimentaire, bien sûr. Mais en tant que client, en tant que consommateur, quand j'allais faire mes courses chez Carrefour, pour trouver les produits du Act for Food, c'était une tannée. C'était vraiment une complexité incroyable. Donc, ça crée une distorsion entre une ambition très, très élevée et puis une expérience qui est différente. Donc, c'est extrêmement important de réussir à aligner les deux. Parfois, le timing peut être un peu différent et je pense que pour Carrefour, c'était important d'affirmer quelque chose haut et fort pour pouvoir embarquer toutes les équipes derrière. Mais chez Fleury Michon, on a préféré le faire à l'envers, en commençant par expliquer sur un produit quelque chose qu'on avait fait et puis faire remonter ça sur la marque ensuite. Juste, David, alors, il y a effectivement ces deux éléments où il y a une espèce de ping-pong vertueux entre l'épreuve et une idée forte, simple et forte, qui anime et qui part de l'interne. Planter cette graine en interne sur le manger mieux, ça a été long, fastidieux, un combat tactique, stratégique. Ça a pris du temps. Comment ça s'est fait? En fait, comment concrètement ça a pris? C'est super important ce que tu dis, c'est que alors ça n'a pas été en fait très compliqué parce que ces mots-là, ils sont quand même sortis assez facilement dans la mesure où il y avait, je disais tout à l'heure, une culture d'entreprise, des partages, des valeurs qui étaient posées, mais qui n'étaient pas verbalisées, si tu veux. Et ce qui est important, en fait, vraiment pour que l'entreprise trouve sa juste boussole, c'est de se réinterroger sur effectivement ce qui fait ses valeurs, ses convictions communes. Et on voit assez rapidement, quand on fait ce travail un peu d'introspection, le vocabulaire et les désirs qui émergent et l'envie commune qui existe dans l'entreprise. Donc, on a juste mis des mots. Alors ça, c'est compliqué hein, parce qu'il faut trouver les bons mots, etc. Mais on a mis des mots sur quelque chose qui était vraiment sous-jacent et présent. Et finalement, ça l'a rendu visible et désirable alors qu'il était vécu et caché. Bon, merci beaucoup, David. Très heureux. On va faire tourner la parole donc je vais demander à Aude de nous rejoindre sur le plateau virtuellement. Bonjour Aude. Bonjour à tous. Alors Aude, ce qui est génial suite à l'intervention de David, il vient de nous dire qu'il fallait du courage, qu'il fallait un certain temps long, qu'il fallait une somme de petits pas, que finalement il fallait se poser les bonnes questions. Donc ça nous donne déjà les clés de décryptage pour savoir comment on peut concilier là, dans nos quotidiens marketing et impact positif. Moi je serais très curieuse de savoir aujourd'hui en quoi votre équipe marketing, la team qui gère aujourd'hui
Les Deux Vaches, qui est une marque plus que leader de l'ultra frais bio aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait sa différence? Alors, déjà, l'équipe marketing, elle évolue. Donc, on est 5 dans notre équipe et on s'occupe de 2 marques, les Deux Vaches en grande surface et Faire Bien en magasin spécialisé. Donc, cette équipe marketing, elle évolue au sein d'une organisation qui est assez atypique, puisqu'on est un peu la petite entreprise, on est une vingtaine, dans la grosse entreprise qui est Danone. Et ce mode d'organisation, il est super précieux pour plusieurs raisons. Déjà, on est très autonome sur notre façon de prendre des décisions et on est tous alignés. David en parlait au préalable, la raison d'être, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est tous alignés, on travaille au quotidien et qu'on a construit collectivement il y a quelques années déjà et qui part vraiment de qui on est en tant qu'individu. Et cette raison d'être, je vais vous la partager, c'est de faire partie, notre objectif, c'est de faire partie de la solution et de contribuer ensemble à trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique et les inégalités sociales. Et donc, cette organisation, elle est vraiment alignée sur cette raison d'être. Et une des particularités de l'équipe marketing, puisque c'est ça la question, c'est qu'on travaille de façon complètement décloisonnée avec le reste de l'organisation. On travaille vraiment avec le commercial, avec toute la partie sourcing, avec la R&D. Et je dirais que ça, c'est vraiment une particularité, c'est qu'on travaille ensemble. Et ce décloisonnement, il n'est pas seulement dans l'organisation, il est aussi à l'extérieur de l'organisation. On a une capacité à travailler de façon très collaborative avec tout notre écosystème, toutes nos parties prenantes. Et je dirais qu'il y a une grosse particularité, une grosse force chez nous, c'est qu'on passe énormément de temps à l'extérieur. Bon, un petit peu moins ces derniers mois, mais on est vraiment une équipe les pieds dans la terre. On est beaucoup avec nos éleveurs, on est beaucoup avec l'usine, on est beaucoup avec nos parties prenantes, les associations locales. On est né en Normandie, l'usine, les éleveurs sont en Normandie, donc on y passe énormément de temps à tisser des liens avec les parties prenantes. Et on est aussi beaucoup en contact avec les consommateurs, enfin les gens qui s'intéressent à notre marque, à nos marques, qui veulent les acheter. Donc, il y a vraiment ce côté terrain, connexion avec les gens. Et une de nos convictions, c'est que la raison d'être, les valeurs que je vous partageais il y a quelques instants, on est les meilleurs, les plus à même de les raconter, de les valoriser. Le storytelling, comme on dit en marketing, on est, je pense, les meilleurs ambassadeurs de ce storytelling-là. Et c'est vraiment une force. Donc, le décloisonnement, passer du temps sur le terrain, être en connexion avec les parties prenantes, être animé et aligné autour d'une raison d'être et apprendre les uns des autres, ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Alors très souvent, pour rebondir sur l'alignement avec une raison d'être, la raison d'être, ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise en marketing, dans toutes nos plateformes. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle prend un nouveau sens. Et quand on a préparé ce webinaire ensemble, Aude, vous avez évoqué quelque chose qu'on oublie très très souvent, qui est, et là on est vraiment au cœur de la culture, la relation au temps, les temporalités. Et ça m'intéresse que vous nous parliez de cette caractéristique-là. Et une deuxième qu'on oublie aussi très, très souvent, qui est le rapport émotionnel avec son job et sa responsabilité de marketeur. Alors, le rapport au temps, il est important parce que, moi, de toute façon, au sein d'une organisation atypique, je suis moi-même atypique puisque ça fait plus de 12 ans que je m'occupe des Deux Vaches et quand je suis arrivée sur la marque, elle avait un an et demi, donc je l'ai vraiment vu grandir. Et ce qui est sûr, c'est que quand on reste longtemps, on ne prend pas les mêmes décisions que quand on a des enjeux de carrière où tous les 18 mois, il faut bouger parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans une structure plus classique. Donc, c'est certain que moi, en 12 ans, j'ai ouvert des projets et j'ai pris des décisions sur des sujets qui me tenaient à cœur. Qui n'étaient pas forcément à cette époque-là des sujets d'actualité. Je vais prendre un ou deux exemples. Et c'est parce qu'on s'est donné le temps de les construire qui sont des réussites aujourd'hui. En 2011,
je rencontre le CIWF, qui est l'organisation référente sur le sujet du bien-être animal, Compassion in World Farming. Et on commence à ce moment-là à monter un projet avec des éleveurs sur la thématique du bien-être animal. 2011, ce n'était absolument pas un sujet. N'empêche que c'était important pour nous d'aller là-dessus parce que on a une responsabilité, c'est de s'assurer que le bien-être des animaux est respecté, et on a des marges de progrès qui sont énormes et c'est un sujet pour nous, et on a enclenché ça. Si j'avais été sur une logique court-termiste, j'aurais fait une analyse de marché, j'aurais fait une étude quantique qui m'aurait validé un concept marketing sur est-ce que c'est intéressant d'aller sur le bien-être animal, le concept marketing, enfin, l'analyse m'aurait dit ben non, j'aurais plié l'affaire et j'aurais pas eu le temps long d'avoir de l'impact dans les exploitations. Parce que faire adhérer des éleveurs, s'intéresser à leurs pratiques et d'une certaine manière s'immiscer dans leur façon de faire, c'est des choses qui prennent du temps. Donc ça, c'est essentiel de prendre ce temps-là. Et oui, et effectivement, ça pose la question de la responsabilité. Qu'est-ce qui finalement, en tant que responsable marketing, est important pour moi? Est-ce que c'est de faire de la croissance, d'avoir une belle part de marché? Non, ça c'est des moyens d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de ressources pour prendre des décisions qui ont de l'impact. Alors, peut-être pas tout de suite, pas dans les 6 mois, c'est sûr, mais peut-être dans 2, 3, 4 ans. Et c'est comme ça qu'on se construit. Donc le temps et la responsabilité, c'est effectivement deux dimensions essentielles. Et ça re-questionne d'une certaine façon les organisations et la façon dont on vit son poste et ses missions en entreprise. C'est plus être au service de la raison d'être qu'être au service de sa propre carrière. Donc ça, c'est aussi une question intéressante. D'accord. Donc ça donne lieu à des arbitrages qui sont essentiels. Et au quotidien, vous évoquiez un point qui était super intéressant, qui était la réalité du travail collectif également. Parce que le travail collectif, on se dit que c'est évidemment l'apanage du travail en entreprise. Le marketing a inventé quasiment les formules collaboratives en intégrant les clients dans des processus de définition de produits, d'offres. Mais aujourd'hui, il me semble qu'on va beaucoup plus loin et que le travail collaboratif et cette intelligence-là prend une toute autre forme. Comment ça marche chez vous? Alors, déjà, ce qui est important, c'est de poser l'intention. Est-ce que l'intention dans le travail collectif, c'est de convaincre l'autre de ce qu'on a déjà décidé? Non, mais c'est super important parce qu'on voit l'intelligence collective, c'est énormément récupéré dans le monde de l'entreprise et on entend beaucoup des gens dire « je construis sur ce que tu viens de dire », mais quand même, je vais te raconter ce que j'avais en tête avant que tu parles. Donc, c'est vraiment important de partir de l'intention et de se connecter à ses émotions, parce que c'est ça, le collectif, enfin, on le sait tous, 80% de notre communication est non verbale. Donc, c'est d'avoir vraiment cette capacité à se connecter de façon totale aux autres et à être dans une ouverture à ses propres émotions. On est des êtres émotionnels. Et puis le truc qu'on entendait quand on démarrait notre carrière de tu laisses tes émotions dehors, tu vas voir, elles vont perturber, tu ne seras pas efficace et tu deviens une machine en entreprise, ça ne fonctionne pas. Je ne pense pas, en tout cas. Et donc, vraiment, l'intelligence du collectif, justement, c'est se relier aux émotions des autres et ensemble construire, ou pas, accepter aussi que des fois ça plante, mais ensemble construire quelque chose qu'on n'aurait pas réussi si on l'avait fait de façon traditionnelle. J'ai un exemple. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on est rentré dans les magasins bio avec une marque qui s'appelle Faire Bien. On aurait très bien pu appeler cette marque Les Trois Vaches, et puis voilà, c'est aussi ça fait partie des coutumes de certaines entreprises qui ont la même proposition de valeur dans 2 circuits de distribution différentes et qui vont changer la marque. Nous, ce qui était important pour nous, c'est de se dire, si on crée un nouveau projet pour aller dans les magasins spécialisés, il faut que ce projet apporte quelque chose de nouveau. Il faut qu'il ait un impact qui soit différent de Les Deux Vaches. Les Deux Vaches, c'est rendre une bio accessible, joyeuse, là où les consommateurs sont. On s'est dit, voilà, profitons de ce lancement de marque pour créer un nouveau combat. Et j'aurais pu, à ce moment-là,
en tant que responsable marketing, faire un brief à mon agence de com et de PAC en disant voilà, on veut inventer une nouvelle marque. Voilà. Pas du tout. En fait, ce qu'on a fait, et ça a été long, et on a pas mal galéré, mais on s'est réunis. En fait, on a constitué un collectif et on s'est fait accompagner d'une personne qui est une experte en intelligence collective. Et on a construit un collectif d'une vingtaine de personnes qui réunit toutes les parties prenantes, dont les agences. C'était super important, ça, pour moi. Donc, consommateurs, éleveurs, nous en tant que transformateurs, des gens de la distribution spécialisée, des ONG, les agences. Je pense que j'oublie personne. Donc, on était une vingtaine et on s'est réunis pendant 18 mois. On s'est réunis tous les 2 mois et au début, il y avait trop rien qui sortait. Et puis, on partait de là. Moi, je me disais, on va pas y arriver, mais on s'est laissé le temps de se connaître. Et puis, un jour, il y a un des éleveurs qui racontait à une des dames qui incarnait le rôle du consommateur qu'il partait à la retraite et puis que son exploitation n'allait pas être reprise. C'était il y a 3 ans. Ce n'était pas encore un sujet, l'histoire de la reprise des exploitations. Et donc là, on s'est tous tournés vers lui. On s'est dit, comment ça, c'est pas repris, elle est géniale, ta ferme et tout. Et là, il y a un truc qui s'est passé. Vraiment, on a tous vibré, on s'est tous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, la personne qui représentait la partie ONG Bluebees donc nous a dit, oui, effectivement, c'est un truc qui est en train de sortir. Les agriculteurs partent à la retraite et plus personne ne veut reprendre leur exploitation. Et ça, ce n'est pas que le cas des éleveurs laitiers en Normandie, c'est partout en France. Donc, on a mis le doigt sur le combat, là. Et on a créé un projet, une marque qui s'appelle Faire Bien, qui a pour objectif d'assurer la relève et de donner aux agriculteurs, aux producteurs laitiers, plus de moyens pour améliorer leur qualité de vie. On finance, le projet Faire Bien finance 1 semaine de remplacement par an dans les 50 fermes partenaires. Et aussi, on est en train, là, la semaine prochaine, je suis super fière, on commence une pépinière. On a une dizaine de jeunes qui vont venir en Normandie, qui vont venir se former au métier d'éleveur bio, qui vont être cooptés par nos éleveurs. Et ça, ce moment-là, ce projet-là, il est né justement grâce à l'intelligence d'un collectif de gens qui, a priori, ne bossent pas ensemble, mais se sont laissés le temps de se connaître, de créer des rapports de confiance et qui se sont vraiment donné la capacité de s'écouter. Et dans la discussion, il y avait les agences qui étaient là comme membres, comme partie prenante, comme faisant partie de notre écosystème. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en termes de position, ça met tout le monde au même niveau et ça met la marque aussi au même niveau. C'est plus une logique de marque statutaire qui t'explique comment mieux vivre. C'est vraiment plutôt une logique de marque qui crée le lien. Et moi, on pense de plus en plus à des projets plutôt qu'à des marques, qui est un émetteur, en fait, qui est une sorte de média et qui crée du lien entre des gens qui partagent des valeurs et qui, ensemble, collectivement, ont envie de trouver des solutions pour mieux manger, pour aider les agriculteurs. Voilà, c'est vraiment ça. Mais ça nécessite quand même de revoir ces façons de travailler et d'être dans des relations qui sont beaucoup plus horizontales et de partager l'intelligence, de partager le savoir et puis aussi de lâcher prise parce que des fois, ça ne marche pas et il faut se donner le temps que ça marche. Voilà. Merci, Aude. Ce qui est super aussi, c'est qu'on a une alors, j'ai plein de questions en fait quand je vous écoute, Aude. Et Danone, ils en pensent quoi de tout ça? Alors, ils sont ravis. Déjà, Danone est ravi parce que… Ça marche bien. Oui, ça marche bien. On progresse de façon organique. On a mis une dizaine d'années. Alors ça, c'est important. On a mis 10 ans à être rentable. Et on a eu le temps de développer un modèle qui aujourd'hui… et on a eu le temps de développer un modèle consistant. C'est ça qui est super important. C'est que on a eu le temps de développer des projets avec un vrai impact social, un vrai impact environnemental. On a converti notre lait à l'équitable, on est bicore. Enfin, on a eu le temps de poser les bases, de vraiment créer des fondations très solides sur beaucoup de sujets. Et ça, c'est très précieux. Et donc, Danone, notre rôle, le rôle de notre raison d'être, c'est
tout ce dont je vous parle, c'est de faire ensemble. Nous, ce qu'on souhaite, c'est inspirer, ce qu'on souhaite, c'est engager un maximum de gens à venir avec nous et à trouver des solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, les inégalités sociales. Donc, on est ravis si on peut donner envie, si on peut inspirer. Pendant longtemps, on était plutôt vivons heureux, vivons cachés, mais ça marche plus quand on veut avoir de l'impact. Notre objectif, c'est d'avoir de l'impact. Et on est tout petit. Danone est grand et on espère un maximum donner envie pour que c'est un maximum d'impact. C'est ça l'objectif, vraiment. Alors justement, Aude, ça nous donne une belle transition pour donner la parole à Cécile Mers, qui évolue sur un marché très différent du foot, puisqu'on va parler d'électricité. Ce que je trouve intéressant, Cécile, pour vous tendre la perche, c'est évidemment, dans ce qu'a précisé Aude, de se dire qu'il faut quand même, pour avoir de l'impact, atteindre un certain volume de façon à être vraiment une offre alternative sur le marché, ce qui est une de vos problématiques, puisque vous développez le marketing de l'unique fournisseur d'électricité qui soit vraiment dédié à la transition citoyenne en France sur un marché qui est complexe, qui est super bataillé. Et l'autre point que Aude soulevait, c'est cette horizontalité qui fait partie de votre modèle. Donc, on aura le temps d'en parler également dans votre témoignage. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est cette bataille sur ce marché qui est difficile et dans laquelle vous êtes impliqué en tant de fournisseur d'un nouveau genre. Donc, quelles sont pour vous les pratiques marketing qu'il convient d'utiliser pour avoir l'impact et justement être une solution alternative qui pèse sur le marché? Alors, bonjour à tous. Oui, comme vous le disiez à juste titre, hein, aujourd'hui, on est un peu un ovni sur le marché de l'électricité qui est quand même un bien de consommation de tous les jours, mais en même temps un bien extrêmement intangible par rapport aux exemples qu'on vient de voir juste précédemment avec David et Aude. L'électricité, c'est un peu le truc qu'on utilise au quotidien pour allumer son sèche-cheveux ou allumer la lumière, et en fait, on s'en rend même pas compte. Et d'ailleurs, en termes de chiffres, aujourd'hui, on a pratiquement la moitié des Français qui savent même pas qu'ils peuvent changer de fournisseur d'électricité. Donc, on part déjà d'un truc qui est pas simple. Et puis, alors même si nous, on est notre ADN lui-même est ultra engagé, hein, puisque Enercop, c'est pas une entreprise comme les autres, et c'est encore moins un fournisseur d'électricité comme les autres. On est tous fait un peu à l'inverse par rapport à ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que le marketing, c'est extrêmement nouveau chez Enercop, hein. Ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on a créé le service, et aujourd'hui, c'est 3 personnes. Et c'est un peu une révolution, hein, pour nous, puisque Enercop existe depuis un peu plus de 15 ans et c'est construit avec des très fortes convictions intimes, émotionnelles, personnelles de son cofondateur qui était à l'époque en stage chez Greenpeace, donc déjà avec des convictions très fortes de faire redevenir l'énergie comme un bien commun et que le consommateur devienne consommateur, un des concepts qu'on entend beaucoup ces dernières années, mais dont il avait déjà la conviction à l'époque, pour reprendre le pouvoir sur son électricité. Donc c'était un enjeu au moment de l'ouverture du marché de l'électricité qui était très fort. Et donc tout s'est construit sur des convictions intimes. C'est pour ça que j'aimais bien ce que racontait Aude juste avant aussi, c'est que parfois les études marketing, il faut aussi savoir s'en passer et puis avancer avec des convictions. Donc ça a très très bien fonctionné au début, notamment parce que il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, et puis on était surtout les seuls à avoir des positions aussi marquées que les nôtres, hein. Déjà, Enercop, c'est une coopérative, c'est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ce qu'on met en avant, c'est l'intérêt des citoyens. Donc, c'est particulier, il n'y a pas d'actionnaires que l'on doit rémunérer. C'est des sociétaires, on en a un peu plus de 50 000 pour un peu plus de 100 000 clients aujourd'hui. Et les sociétaires, ce n'est pas parce qu'ils vont mettre 10 000 euros qu'ils vont avoir plus de pouvoir que celui qui en a mis 100, puisque c'est une part égale une voix. Donc, la part, c'est 100 euros et ça vous donne autant de pouvoir que celui qui aurait 100 parts à côté. Et ça, c'est fondamental dans notre manière d'exister. Mais pour revenir à la question, hein, sur le marketing, je le disais, c'est tout jeune.
Et les débats, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Enercop et je viens pas du tout du monde de l'économie sociale et solidaire, hein, puisque j'étais dans un monde plus classique auparavant. Et l'enjeu, c'était à la fois d'arriver à convaincre en interne que les pratiques marketing n'étaient pas forcément au service de trahir la cause du projet, mais bien au contraire, de faire en sorte qu'on sera plus nombreux à faire que cette transition énergétique soit plus citoyenne et plus dans le sens de ce que nous, on porte comme valeur. Et que j'aime bien rappeler que pour lutter contre le système, il faut l'utiliser parce que les gens, les citoyens, les consommateurs, ceux qui vont s'intéresser à nous et qui vont vouloir faire bouger les lignes, ils sont comme vous et moi, ils utilisent Google, Facebook, LinkedIn, Instagram et plein d'autres que j'oublie. Et du coup, c'est là qu'il faut qu'on aille leur parler. Et on peut très bien utiliser ces systèmes-là sans pour autant les utiliser pour la mauvaise cause et en envoyant du coup les messages qui sont fidèles à nos valeurs. Et ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, le développement des activités de marketing et de web marketing nous le prouve, hein. Aujourd'hui, elles sont responsables de la moitié de nos acquisitions clients. Donc, c'est extrêmement important. Ça ne nous empêche pas, parce qu'évidemment, nos valeurs sont toujours là et on ne les trahit jamais. Ça ne nous empêche pas d'avoir des partenariats avec des acteurs plus engagés qui peuvent être, si je prends l'exemple des concurrents de Google, c'est Ecosia, Lilo, qui sont évidemment des partenaires pour nous. Et d'ailleurs, il y a un peu plus de 2 ans, on avait fait un partenariat avec Lilo pour encourager leurs utilisateurs à passer chez Enercop. On avait mis en place un dispositif partenarial et promotionnel intéressant qui a plutôt très bien marché. C'est un peu le premier du genre. Et puis, la particularité d'Enercop, comme beaucoup de marques, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle en marketing les love brands. Alors nous, on est la love brands par excellence, puisque notre NPS, il est à 70. Donc, c'est juste un truc de dingue, hein. Pour vous dire, celui qui nous talonne derrière, il est à 7. Et puis, tous les autres, ils sont en négatif. Donc, ces chiffres, ils datent d'il y a 18 mois, mais je ne pense pas qu'ils aient énormément changé. En tout cas, ça m'intéresserait de les voir aujourd'hui. Mais quand on travaille avec une marque comme ça, c'est du pain béni. Notre premier canal d'acquisition aujourd'hui, c'est le bouche à oreille, comme vous l'aurez deviné. Et donc, du coup, on a toujours été un peu à la traîne parce que le bouche à oreille, il s'est fait initialement par comment on amène nos sociétaires à mieux prêcher la bonne parole Enercop en leur donnant des outils qui, au début, c'était un peu avec les moyens du bord, hein. On leur donnait des petites leaflets pour aller sur les événements locaux ou dans les biocoop pour essayer de dire à leurs concitoyens comment ils pouvaient changer le monde eux aussi. Mais c'était avec des moyens quand même très, très simples. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, on a quand même des moyens techniques qui se sont nettement développés, hein, puisqu'on, comme je vous le disais, on est autour des 100 000 clients. Donc, on a quand même beaucoup grossi, hein. Enercop, le réseau, c'est 250 salariés aujourd'hui. Et de fait, on a monté des offres de parrainage. Ça peut paraître un peu bête, mais encore faut-il avoir les moyens techniques de le faire. Et évidemment, quand le bouche à oreille, c'est le premier canal d'acquisition, le parrainage, ça cartonne. Et il est aujourd'hui responsable de 25% des acquisitions et surtout nous permet de faire de la fidélisation et permet d'engager nos clients et sociétaires, puisque quand on est client, on n'est pas forcément sociétaire, hein, c'est un client sur 2 qui le devient, dans la cause Enercop et dans ce beau projet pour qu'on soit plus nombreux. Et puis j'entendais tout à l'heure Aude qui parlait de... Alors, tu parlais pas de gouvernance partagée, mais nous, c'est ça qu'on utilise comme terme chez Enercop, qui est un peu une inspiration de l'holacratie. En fait, tout le projet se base là-dessus, mais également dans les prises de décision. Mais je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu plus tard aussi sur comment chez nous, on co-construit, parce que c'est un vrai sujet. Alors, merci Cécile. Ce qui est intéressant parmi les points que tu viens d'évoquer, c'est l'engagement des parties prenantes au-delà même des étapes, on va dire, conceptuelles. Puisque là, ta démarche même et ton processus marketing de recrutement, évidemment, quand on l'appelle parrainage, on a l'impression que c'est une vieille technique qu'on utilise depuis des dizaines d'années. Mais là, elle me semble prendre un tout autre sens quand finalement, tes clients et tes sociétaires sont les premiers porte-parole et ambassadeurs de ta marque. Donc, cette notion d'engagement des parties prenantes est au cœur. Comment toi, tu le pilotes au quotidien dans tes actions marketing et dans ta prise de décision, cet aspect d'engagement et de gouvernance partagée?
Alors, à plein de titres, hein, et c'est un sujet complexe aussi parce que on parlait de temps long, hein, et je me reconnaissais beaucoup dans des choses que Aude expliquait tout à l'heure, à la fois dans les convictions et les temps longs. On a un enjeu, hein, c'est que, comme je disais, on est sur un produit intangible et un marché d'une complexité absolue. Franchement, moi, je n'avais pas vu un marché aussi complexe que celui-ci auparavant. Et sa complexité fait que d'autres concurrents jouent beaucoup dessus pour faire en sorte que le conso ne comprenne rien. Et nous, on a cette volonté d'être transparent. Et du coup, on avait ce besoin de pédagogie très, très fort pour pouvoir expliquer en quoi on est différent et pourquoi c'est mieux d'aller chez Enercop que d'aller chez un autre. Et du coup, on a beaucoup travaillé en holacratie, en gouvernance partagée pour co-construire notre histoire de marque et qu'est-ce qu'on avait envie de raconter. Et il y avait un enjeu qui était à la fois interne et externe. Et David parlait de ça tout à l'heure. Hein, parfois, on a des combats qui sont aussi importants en interne qu'en externe. Et du coup, on a travaillé sur ce qui est devenu notre histoire de marque et notre film de marque, mais sur comment on avait envie de se raconter, à la fois pour faire de la pédagogie, pour toucher à l'émotionnel, mais aussi, moi, mon enjeu, c'était de mettre tout le monde d'accord sur quelle était notre histoire de marque, parce que rejoindre Enercop, c'est pas anodin. On vient pas ici par hasard. On y vient souvent avec ses tripes. Et du coup, on peut avoir parfois un émotionnel qui se situe pas exactement au même endroit que celui de son voisin, salarié aussi. Et parfois, des manières de raconter l'histoire Enercop ou même de comprendre l'histoire Enercop ou de vouloir l'amener quelque part qui n'est pas tout à fait pareil que son voisin. Et parfois, ça peut avoir un peu des effets de distorsion ou de cacophonie. On avait un enjeu de réunir tout le monde derrière quelque chose pour raconter qui on était, tout en faisant de la pédagogie sur un marché compliqué. Donc, on s'est fait accompagner par une agence, hein, mais comme le disait Aude, on ne les a pas laissés mener leur travail comme d'habitude, et ils ont testé avec nous un travail autour du grand récit de la marque Enercop. Et ça, on l'a fait, ça a duré, je crois, comme Aude, 18 mois, peut-être même un peu plus. C'est ce qui s'appelle aujourd'hui Derrière la prise, notre film de marque, et qui a eu pour ambition d'embarquer toutes les parties prenantes du projet. Alors, Enercop étant une coopérative, enfin un réseau de 11 coopératives sur le territoire français. Les parties prenantes, elles sont à plusieurs titres. Hein. On a évidemment les salariés, les clients, les sociétaires, les fondateurs, les partenaires, les producteurs. Il y a un certain nombre de parties prenantes et il fallait qu'on les embarque tous et surtout qu'on les écoute pour savoir ce qu'eux racontaient d'Enercop, ce qu'ils avaient envie d'entendre et quelles étaient leurs convictions. Donc, on a eu beaucoup d'ateliers comme ça, dont un atelier évidemment avec les communicants, puisque les communicants Enercop aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes au siège à Paris, mais aussi une dizaine supplémentaires dans les régions. Donc, on s'est mis tous autour d'une table et on a travaillé sur de nombreux grands récits en intelligence collective, puisqu'on est assez fort là-dessus. On a même des gens chez nous qui travaille à l'animation du collectif Enercop. Il s'appelle le Jardin d'animation et de facilitation. Donc, c'est des gens qui travaillent à comment mieux animer la créativité et la gouvernance de notre réseau. Et du coup, on a abouti à ce film de marque Derrière la prise qui avait pour ambition de faire de la pédagogie et de montrer en fait que il y avait deux voies possibles. Hein, on va dire les fausses offres vertes et puis l'offre verte pensée par Enercop. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, l'objectif, c'est d'éclairer les consommateurs pour leur donner les clés pour comprendre cette complexité et du coup savoir un peu ce qu'il y a dans ce qu'ils achètent, mais surtout pour ensuite leur laisser faire leur choix. Parce qu'à un moment donné, on leur donne les clés pour qu'ils puissent faire un choix éclairé, c'est le cas de le dire. Et puis, réussir à se faire, à émerger dans un marché aussi complexe. Quand on est aussi engagé que nous, on est souvent mis en avant par des partenaires. Tout à l'heure, j'entendais David qui parlait de Greenpeace et d'une dénonciation qu'il faisait au niveau de la pêche, où on peut parler aussi de L214 sur le bien-être animal. Nous,
c'est Greenpeace qui nous a clairement mis en avant dans le comparo qu'il a édité il y a à peu près 2 ans pour montrer quels sont les fournisseurs qui essayent de faire bouger les lignes. Donc évidemment, ça nous aide beaucoup à émerger. Merci Cécile. Ce que je vous propose, compte tenu Ouais. du timing, c'est qu'on passe à la séquence en format quintette, c'est-à-dire de partager tous les 5 la suite des sujets. Et là, de traiter justement, une des questions a été remontée dans le cadre du chat, c'est de parler un peu plus d'outils, de méthodes, de comment fait-on en fait, et de s'interroger sur les bonnes pratiques que vous avez pu vous-même mettre en place. Que ce soit en termes peut-être d'outils type plateforme de marque, qui est un premier sujet, ou que ce soit en termes d'utilisation du design, qui est une part clé d'exécution du marketing. Oui, sachant qu'en fait, il y a, en écoutant tout le monde, Cécile disait qu'il faut s'appuyer sur des choses existantes. Alors, nous, on pense que la marque, en fait, est un véhicule très, très pragmatique par rapport à tout ça, parce que c'est un moyen de synthèse qui est au moins partagé par tout le monde, sachant qu'on voit bien que les propositions de valeur sont très nouvelles, ça nécessite des organisations nouvelles, une manière de parler nouvelle, des gens peut-être un peu nouveaux, enfin plein de choses très, très nouvelles. Et en même temps, ça a besoin d'avancer et d'avoir des outils un peu synthétiques qui nous aident à accomplir ces projets. Donc, il y a une question, c'est vrai, autour de la marque. Il y a des questions aussi autour de la révélation de l'identité, du design. Donc, que ce soit d'ailleurs soit l'accomplissement de ce design, qui soit graphique, qui soit même les mots. Je mets bien Aude sur la manière de chercher à la fois le projet et puis un nouveau nom. Les noms sont extrêmement importants dans la manière de porter les choses. Ils peuvent être pas un frein, mais soit un peu moins favoriser l'éclosion. Donc tout ça, c'est important. Dans la manière aussi de questionner, c'est vrai que en tant que designer, nos premiers sujets, c'est de questionner le sujet, c'est de dire est-ce que c'est vraiment ça le briefing. Moi, il y a quelque chose que j'adore qui dit que en fait, le designer, il ne faut pas lui demander de construire un pont. Il faut lui dire qu'on veut passer sur l'autre rive. Et puis peut-être qu'il va dire il y a peut-être d'autres moyens que le pont, mais à quoi ça sert d'aller sur l'autre rive? Et peut-être que ce qu'on cherche sur l'autre rive se trouve sur la même rive. Et donc il y a tous ces éléments-là. Comment est-ce que vous utilisez ou pas ça? En quoi c'est important? En quoi c'est utile? Comment est-ce que vous l'avez enchâssé dans votre manière d'avancer? Soit comme acteur essentiel, soit ça vient après parce que Cécile nous disait que le marketing a un côté suspect et donc la communication et le design, n'en parlons pas. Bref, qui est tout de même, là aussi, nous on pense que c'est extrêmement vertueux et j'aime bien ce que tu disais aussi David. Comment est-ce que chacun vous le vivez, enfin vous l'avez utilisé ou pas? Quel rôle vous lui avez donné en fait dans ce dispositif de construction dans vos différents projets? Peut-être que David, tu veux en parler? Moi, quand je t'écoute, le mot qui me vient, c'est le brief. Pour avoir été chez l'annonceur très longtemps, maintenant, je prends des briefs. Je me rends compte que c'est un exercice qui est en fait hyper structurant et un brief qui est bien construit, qui est capable de synthétiser à la fois le contexte, ça c'est généralement toujours présent, mais qui est capable de faire la synthèse d'un objectif stratégique en 2 phrases, et puis qui après détermine des moyens pour y arriver, etc. C'est extrêmement rare en fait, alors, extrêmement dur à faire, extrêmement rare. Mais c'est quand même, moi, quelque chose que j'ai énormément utilisé, challengé avec mes équipes, parce que si on est clair sur là où on veut aller, c'est toujours la même chose par rapport à l'histoire de la boussole. Si on est clair sur là où on veut aller, en fait, on arrive à évaluer très très bien les propositions qui nous sont faites. Si on n'est pas clair, en fait, on peut changer d'avis et de direction en permanence. Donc ce sujet-là, j'ai été aussi assez influencé par. Je suis passé dans ma carrière au-delà des fonctions de marketing à des fonctions commerciales.
Et en fait, quand tu es sur un job commercial, tu sais assez bien à la fin de ton entretien, pour faire un peu quelque chose de caricatural, si tu as convaincu ton interlocuteur ou pas. Et donc, tu as la capacité, quasiment en live, à mesurer si ce que tu as fait a été performant ou pas. Et en marketing, on a un peu sous-estimé cette dimension pendant longtemps parce qu'on se disait qu'on était sur des sujets plus intangibles, plus émotionnels, plus compliqués du coup à évaluer. Mais je pense qu'on a énormément à gagner à justement essayer de trouver ensemble et en amont des dispositifs de communication et de création qu'on met en place, à trouver les outils qui vont nous permettre de savoir si on a fait quelque chose de génial ou pas. Pas uniquement si on a réussi, mais voilà, moi je demandais et je cherche toujours là en amont sur les briefs à définir 2 trucs essentiels, l'objectif qu'on poursuit vraiment en 2 phrases et les critères sur lesquels on va se baser pour se dire qu'on a réussi un truc de dingue ou pas. Et ça oblige effectivement à se dire, bah voilà, quand on met des critères de réussite ambitieux, ça oblige sur un cadre bien posé à vraiment lâcher la créativité des équipes qui travaillent avec nous. Et ça, c'est un vrai bonheur parce qu'en fait, elles demandent que ça. Si vous avez un brief trop large, en fait, voilà, ça part dans toutes les directions et on met un temps fou. Et je pense que vous, en tant qu'agence, vous l'avez expérimenté plusieurs fois. On met un temps fou à récupérer les choses. On fait des itérations, on s'épuise parfois et finalement, on va 2 fois moins vite que ce qu'on pourrait faire en prenant 1 semaine de plus pour bien écrire ses objectifs. Bon, c'est un témoignage très opérationnel, mais vraiment, c'est du vécu. Et puis, c'est enthousiasmant aussi pour une équipe de se dire à quoi on a réussi quelque chose et puis de voir finalement que ce truc-là se réalise. C'est aussi une façon de valoriser le travail de l'équipe marketing en interne parce que voilà, c'est pareil, on a souvent tendance… Le marketing, c'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Bon, pourtant, c'est un métier. C'est un vrai métier. Donc, être capable de l'objectiver, c'est, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que ça veut dire, David, que tu as réussi à créer des KPIs d'impact? Et ça, j'aimerais entendre aussi Aude sur le sujet. C'est-à-dire, est-ce que, associé à vos objectifs marketing traditionnels, vous avez réussi à identifier et à suivre et à piloter des KPIs qui sont autres que les KPIs traditionnels de croissance et de volume et de valeur d'une marque et de ses produits? Aude, peut-être que c'est pour moi Oui, enfin moi j'avais envie aussi de réagir à la question du brief parce que c'est drôle, moi j'ai eu le même mot, hein, David, qui m'est arrivé, donc on est connectés. En fait, on est en tant que marketeur, on est extrêmement outillé, on a des outils qui sont super précis et qui nous sont vraiment précieux dans ces temps où les choses se réinventent et justement où on a la possibilité de créer autre chose et de faire de notre marque autre chose que ce qu'elle est. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que le brief, c'est un très bon outil pour poser les objectifs. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je passe du temps et je compléterai cette logique de brief bien exécuté, bien pensé avec des objectifs clairs et des KPI clairs par le principe de culture de marque. Moi, je sais que je travaille depuis de longues années avec les agences. On est assez fidèles chez les Deux Vaches, même très fidèles, et on a construit ensemble une culture de marque. Et c'est important que les agences avec lesquelles je travaille, elles parlent vache, c'est-à-dire qu'on se comprend. Et ça nécessite de les embarquer sur notre vision, ça nécessite de leur faire comprendre aussi le quotidien, les coulisses, de les emmener avec nous dans les exploitations. Il y a une acculturation qui est super importante. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que marketeur. Ce n'est pas seulement de délivrer un brief bien foutu et bien exécuté, mais aussi de créer le pont entre les gens qui produisent, moi je parle de mes yaourts, les gens qui produisent et puis les gens qui vont en parler. Pour que ce ne soit pas un truc un peu hors sol d'agence de la place parisienne qui ne comprennent pas trop de quoi on parle. Voilà. Ça, c'est important. Donc, je compléterai la logique de brief par la logique de culture de marque. Et en tant que marketeur, on en est super responsable de cette culture de marque.
c'est important de la sentir vivre et de la relier. Sur la logique d'impact, nous, on travaille, ça c'est vraiment notre chantier en ce moment, donc on sait très bien mesurer notre impact financier, ça il n'y a pas de problème. En revanche, c'est très important d'évoluer progressivement, et c'est notre ambition, vers une mesure d'impact qui soit à la fois sur la partie environnementale et sociale. Aujourd'hui, on n'a pas encore la boîte à outils finalisée, on y travaille ardemment et c'est à la fois complexe et passionnant parce qu'on a envie d'être à nouveau sur tous les sujets. Mais c'est ce qui va nous permettre vraiment de prendre les meilleures décisions au quotidien et de piloter une sorte de PNL augmenté, amélioré. Ça, on pourra en parler un peu plus tard. Ok. Donc, comme quoi, la dimension temporalité, vous avez tous évoqué, est clé, puisqu'on se rend compte qu'après avoir construit une marque qui, aujourd'hui, présente des assets financiers tout à fait au vert, le chemin est encore long, même quand tu as ça au cœur même de ton ADN, pour arriver à une mesure d'impact qui fasse vraiment partie des assets de la marque et de l'entreprise. On peut faire plein d'actions qui ont un impact. Maintenant, il faut savoir les mesurer. Quand on convertit notre lait et toutes nos matières premières en équitable, il faut savoir mesurer l'impact. C'est toute la différence entre un effet qui est observable et un impact sur la société pour lequel il faut vraiment se donner les moyens de mesurer. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on évolue aussi dans notre façon d'imaginer les KPI et la façon dont on pilote notre efficacité, notre impact, justement. Ça porte bien son nom. L'autre chose qui est intéressante, ça permet aussi de faire d'explications. Qu'est-ce que tu dis, David ? Sachant que la mesure, effectivement, elle permet aussi, une fois que tu as des données un peu tangibles, de revenir expliquer le côté vertueux de la démarche, etc. Et de rassurer, de continuer de travailler cette relation de confiance avec tes publics parce que tu leur rendais compte aussi, tu fais des feedbacks sur les engagements que tu as pris, tu leur expliques comment tu as avancé, tu leur expliques aussi les difficultés auxquelles tu es confronté. Et je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on nous a souvent appris, enfin, en tout cas en école, en marketing, à raconter des belles histoires. L'enjeu là maintenant, c'est de raconter des vraies histoires où tu mets sur la table l'intégralité des sujets, y compris les trucs difficiles que tu n'arrives pas à faire ou qui sont compliqués à craquer. Et justement, quand tu es en intelligence collective, là, comme Aude l'a dit et Cécile, quand tu te mets dans cette posture-là, finalement, tu crées aussi les conditions pour que les gens viennent te donner des solutions. Et ça te permet d'aller beaucoup plus vite. L'autre chose aussi, à vous écouter, il y a cette histoire de temps qui est assez cruciale finalement. Mais ça donne aussi un type de responsabilité plutôt évolué, je trouve, de chacun. C'est-à-dire que la responsabilité qu'on a n'est pas une responsabilité managériale ou d'une bottom line, mais une responsabilité qui a une amplitude qui est bien différente et qui est assez qui est enrichissante, qui est épanouissante et qui fait que d'ailleurs les gens sont beaucoup plus alors convaincus, ça c'est certain, mais impliqués surtout. Et comme donc derrière, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche sur l'individu dans l'entreprise et pourquoi on bosse. La quête de sens, c'est pas que les vingtenaires, hein, on peut l'avoir à n'importe quel âge. Hein. On est bien d'accord. Ah bah oui, c'est ce qui nous nourrit. Vraiment, quand on sait qu'à la fin de la journée, on a réussi à, dans mon cas, convertir un nouvel éleveur à la bio et que ça va faire tant d'hectares de prairies préservées en agriculture bio en Normandie. Enfin, c'est chouette. C'est quand on peut compter son impact en vers de terre, moi je trouve ça chouette. C'est des choses. On a plus plaisir le soir à table avec ses amis à partager ça que le PNL. J'ai gagné 0,5 points de rentabilité ce mois-ci. C'est pas la même chose quand même. Disons que ce n'est pas comme ça d'amis qui partagent ça. Je pense que oui, mais bon, je pense que ça joue. De quoi est-ce qu'on est fier? C'est ça aussi, c'est qu'est-ce qui nous porte
au quotidien? Je pense aussi qu'on a la possibilité, on peut avoir une grande liberté en entreprise, il faut juste oser la prendre. Et aujourd'hui, on a la place pour ça, pour proposer des choses qui nous touchent en tant que personne, dans notre vie personnelle, et de donner la place à ça dans notre vie professionnelle. Je pense qu'il y a la place pour ça. Et c'est important d'oser. Peut-être que certains marketeurs ont dans les mains une marque qu'ils ont du mal à connecter à leur propre réalité. Peut-être que simplement dans leur vie au quotidien, il se passe quelque chose qui peut faire le lien. Enfin, je pense que c'est possible. On peut s'approprier des marques qui sont a priori assez statutaires, peut-être loin de nos propres préoccupations, mais c'est possible de le faire. Il faut juste la remettre au bon niveau, en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, justement, c'est nous, on voit ce côté fierté émotionnelle qui est extrêmement fort, notamment chez nos clients qui se sont complètement appropriés notre marque et ils ont des petits stickers quand ils nous rejoignent pour mettre devant leur porte pour dire bah, moi je suis chez Enercop, c'est trop bien. Et en fait, on se rend compte qu'un acte qui était complètement anodin auparavant, d'avoir de l'électricité, bah, les gens vont se mettre à en parler dans les dîners à leurs proches pour dire ah bah tu sais pas quoi, je suis passée chez Enercop, je suis trop content, je suis trop fière. Il y a aussi un côté pédagogie auprès des enfants où d'un coup cet acte qui était auparavant anodin est conscientisé, où en fait nous on essaye de faire un peu des études sociaux pour montrer que ça rend plus heureux en fait d'être client Enercop et que d'un coup on se sent vachement mieux d'avoir l'électricité comme ça. Et peut-être en petit clin d'œil, j'étais très heureuse de voir que dans les signatures de Spark News, et notamment celle de Sandy, il y avait écrit cet email a été envoyé depuis un ordinateur alimenté en électricité vraiment verte d'Enercop. Et ça, c'est typiquement l'aboutissement d'un truc. C'est la fierté absolue de se dire, bon, en fait, le client en est fier et a envie de convaincre. Et on en revient toujours au bouche à oreille et à l'émotionnel et la fierté. Donc, je vous rejoins pleinement là-dessus. On a tous envie de contribuer. Donc, la question, c'est comment, à travers ma marque, je donne la possibilité aux gens de contribuer avec sincérité. Et c'est pas que ma marque plante des arbres, donc tout d'un coup elle est plus verte. C'est comment est-ce que je connecte les actions de ma marque dans la vie des gens à leur réalité pour qu'ils se sentent fiers. Et ça peut être un tout petit truc au début. C'est pas tout de suite replanter l'Amazonie, et même si c'est très bien. Mais c'est comment est-ce qu'on se connecte dans la vie des gens à des petites actions du quotidien qui leur donnent la sensation de contribuer dans un monde qui est extrêmement anxiogène. Voilà. Mais je pense que moi, si j'avais un conseil à donner par rapport à ça, c'est de commencer simplement et d'essayer de trouver des petites actions assez simples, assez faciles à mettre en place pour connecter les gens et les aider à se sentir utiles. Il y a quelque chose autour de l'utilité et du sens qui est très important aujourd'hui et les marques, elles peuvent jouer ce rôle-là, à condition de se mettre au même niveau que les gens et de ne pas être dans une posture de donneuse de leçons. Mais il y a cette question de posture aussi qui est importante. Je vous propose justement de faire un tour de table pour conclure. Et Aude, tu as lancé le mouvement avec cette approche. S'il y a un message à faire passer aux marketeurs qui nous écoutent, quel est-il pour faire un premier pas et amorcer cette transformation des marques? Donc, tu nous disais, Aude, à l'instant, on peut faire des petites choses et donner, du coup, vraiment le mouvement aussi aux consommateurs. Cécile, de le faire avec sincérité. Enfin, c'est surtout de le faire. C'est pas une opération marketing qui redore l'image. C'est vraiment un truc qui vient sincèrement et qui est peut-être très modeste dans son impact, mais la sincérité pour moi elle est clé aujourd'hui, vraiment. Cécile, de ton côté? Oui, nous, la sincérité, la transparence, c'est une deuxième nature chez Enercop, donc je ne peux qu'abonder dans ce sens. Et puis le conso n'est pas dupe aujourd'hui, le greenwashing, je pense qu'il commence à en connaître les codes et on ne peut plus trop l'arnaquer. Alors, il y a encore des sujets complexes où il y a des possibilités, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se tromper. Dans les petits trucs, nous, c'était vraiment dans l'intelligence collective et le travail autour du grand récit, puisqu'on parlait d'outils tout à l'heure.
travailler autour du grand récit qui nous a permis à la fois de nous aligner. Et quand je dis aligner, c'est pas tous être des robots pour raconter la même chose, hein, c'est pas trop comme ça qu'on est chez NRCOP, mais nous aligner sur qu'est-ce qu'on a envie de raconter de nous, à la fois en interne, mais aussi du coup de pouvoir faire de la pédagogie en externe. Et ça a été un très très bon outil pour nous et qui collait bien à qui on est et comment on travaille. David? Bah, écoute, c'est pas très modeste, hein, mais moi je pense que le marketing peut changer le monde et doit changer le monde. Je pense qu'on est une fonction qui est vraiment centrale dans les entreprises en ce moment, parce qu'on fait la connexion entre le savoir-faire de cette entreprise et puis les attentes des consommateurs, bien sûr, ce qu'on nous a appris pendant des années. Mais on a, et les gens qui sont autour de cette table, et puis je pense qui ont assisté aussi à ce séminaire, on a un devoir de rajouter une troisième dimension, qui est la dimension sociétale, c'est-à-dire de faire un marketing qui combine des attentes consommateurs, un savoir-faire d'entreprise et des sujets qui sont les sujets pour nos enfants. Ce n'est pas un truc dans 50 ans, c'est demain. Et on a tous les outils quand on est au marketing pour sentir ça, pour faire émerger des propositions de valeur qui vont dans ce sens-là. Et quand on arrive à le faire et qu'on trouve un public, ça rend ultra fier. Ça a été très bien dit par Aude et par Cécile. Et franchement, c'est une petite dose de kiff à prendre. Et on l'a fait en discutant tous ensemble. Moi, je vous invite à aller sur la plateforme Réussir avec un marketing responsable parce qu'il y a plein d'exemples en libre accès pour justement s'inspirer. Et on a besoin aussi de s'inspirer collectivement parce que les sujets ne sont pas toujours faciles à adresser. Il y a plein de bonnes idées qui sont dans un écosystème un peu élargi. C'est aussi un des rôles du marketing d'aller effectivement s'ouvrir. Je suis d'accord aussi sur… Pour pouvoir parler de quelque chose, il faut avoir compris comment fonctionnait l'intégralité de la chaîne et donc emmener ces agences dans les exploitations agricoles, c'est extrêmement important, montrer comment effectivement les produits sont fabriqués, toutes les interactions qui ont lieu et la complexité de ces interactions dans l'entreprise, ça permet derrière de tenir un discours et un message qui soit audible, compréhensible et pas caricatural. Et à partir du moment où on fait ça, il y a une forme de sincérité effectivement qui s'exprime. Et la sincérité, ça connecte les gens et ça crée des grandes histoires. Bon, écoutez, merci. Ce que je trouve, d'abord, j'ai trouvé que c'était une conversation presque de dîner, extrêmement sympathique et agréable, ce qui est déjà très bon signe, je trouve, sur des sujets sérieux et importants, comme quoi c'est possible, déjà. Ensuite, il y a ce point du temps long, c'est-à-dire de prendre le temps de faire les choses, même s'il y a urgence. Ça, je pense, c'est sans doute un gros changement. Aussi, de bien écouter, de bien comprendre collectivement et de se rassembler autour de choses simples et fortes dès le début et tout le long. Ça me semble quelque chose de très important pour que toutes ces intentions s'expriment vite et fort. Voilà, mais en tout cas, vraiment, je vous remercie de cette heure et quart qui était en tout cas pour nous très agréable, pour moi très agréable, Sandy, j'imagine aussi, et puis pour tous ceux qui nous ont écoutés pour leur temps, qui j'espère sera utile et bien utilisé pour demain. Voilà, merci en tout cas à tous, et puis au prochain numéro. Au prochain numéro, voilà, il y a deux autres moments. Le premier en janvier 2021, sur tout ce qui est des offres qui sont vraiment nées avec cette intention-là. Et puis un dernier épisode en avril, voilà, pour essayer de voir comment on avance sur la construction de l'impact positif et comment est-ce qu'on le mesure, qui est un des sujets qu'on a abordé. Et c'est vrai que c'est très important aussi. Voilà, un grand merci et puis on espère à tous au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt, bonne journée. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye.